quand on te dit c'est toi numéro 1, là, c'est pas pareil. Tu as tout un club qui est derrière toi, des fois toute une ville. Ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est de décès mon papa quand même. Moi, de toute façon, je pars pas l'année prochaine pour me dire je vais rien gagner. Toujours dans ma tête, je veux gagner quelque chose. Là, cette année, c'était de ramener Rouen de la 5e place à vouloir être champion de France. Mission accomplie. Je vais jouer un jeu de cartes avec mes enfants. Je ne veux pas perdre. Champion de France avec l'Asvel, habitué aux joutes de l'Euroleague, il a surpris tout le monde en acceptant le défi de la chorale de Rouen en plein hiver. Quelques mois plus tard, le pari est réussi. Rouen est champion et la méthode Parker a encore frappé. Entre l'exigence du très haut niveau, l'arrivée de cadres comme Adrien Moreman et sa vision du coaching moderne, nous recevons aujourd'hui l'un des palmarès les plus solides du basket français. TJ Parker est notre invité. Salut TJ, comment vas-tu TJ? Salut Patrice, tout va bien, en pleine forme. En tout cas, je te remercie. On est là, à Rouen. Maintenant, c'est chez toi. Voilà, tu es arrivé au mois de décembre. L'équipe est 3e, il me semble. 5e. 5e quand tu arrives, les détails comptent. Et bravo, tu finis champion à la fin de la saison. Qu'est-ce que ça signifie un titre pour une ville comme Rouen? C'est une terre quand même basket. Ça remonte, vous avez gagné des titres. Ils en ont gagné déjà en Pro B pour remonter bien sûr en Betclic. Mais l'année où vous avez gagné en 2007, l'année d'Eric Spencer, Aaron Harper, Soliers, c'était vraiment un Rouen extraordinaire. Ils avaient construit une équipe, à l'époque Jean-Denis il avait construit une équipe entre Français et Américains. Et ils ont été champions, c'était énorme ce qu'ils ont fait. Donc après ça, je pense que le goût à Rouen du basket, et depuis ce temps-là, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais ça a toujours été populaire pour le basket. Ça tombe bien, on va développer justement l'aspect basket à Rouen, mais je voudrais qu'on parle un peu plus de toi. Je te connais depuis beaucoup d'années maintenant. Et en fait, l'idée, c'est de savoir un petit peu d'où tu viens, qui tu es, enfin d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me parler un peu, qui est TJ Parker? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne te connaissent pas, mais qui tu es, quelles sont tes études, quel est ton parcours? Parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. TJ Parker, le fils de Tony Parker Senior et Pamela Firestone Bars. Donc j'ai deux frères, donc Tony Parker et Pierre Parker. On a grandi, je suis né à Valenciennes, dans le Nord. Mon père était basketteur professionnel, donc d'où pourquoi on fait du basket. Et j'ai grandi en France la majorité du temps, où j'ai été au Pôle Espoir à Rouen, et j'ai joué à Mont-Saint-Aignan en minime. C'est vraiment là où tout a commencé. D'ailleurs, on s'était rencontrés quand tu étais à Paris Saint-Germain. On se souvient très bien. Et mon coach Bruno Suarez qui m'a vraiment poussé, vraiment pour pousser mes limites pour devenir le joueur que je suis devenu. Et derrière, moi, j'ai toujours eu ce rêve de partir aux États-Unis. Quand on regardait la télé, quand on voyait ce basket universitaire avec 20 000 personnes dans les stades, c'est vraiment ça que je voulais faire. Et en ayant de la famille aux États-Unis, à Chicago, ça m'a aidé de pouvoir partir aussi. Donc, je suis parti à l'âge de 16 ans pour aller en high school. Donc, c'est le lycée. J'ai fait 2 ans d'high school et derrière, j'ai pu recevoir une bourse pour aller jouer en université. J'ai eu plein d'offres, au moins 20-25 offres, même des grosses facs réputées comme Arizona, Texas. Mais je suis allé à Northwestern pour rester auprès de la famille, ma grand-mère de Chicago, ma tante de Chicago. Ça permettait à tout le monde de venir me voir. Et aussi, c'était garanti que j'avais le starting point guard. Donc, j'allais commencer en tant que meneur de jeu. Donc, c'est pour ça que je suis allé à Northwestern. Derrière, je suis resté 3 ans. C'est pas trop passé comme je voulais. Donc, je suis parti un peu plus tôt. On jouait une Princeton offense, qui était une attaque qui prenait beaucoup de temps. Donc, je ne pouvais pas développer le jeu que je voulais moi sur le jeu rapide, jeu en première intention. Donc, je suis parti 1 an avant la fin et j'ai atterri à Paris où j'ai fait 2 ans en professionnel. Et derrière, je signe à Nancy où je gagne mon premier titre de champion de France en 2007, je crois. Je m'en souviens. 2008. Ouais, 2008. je m'en souviens, 2008. Ouais. C'était l'année 2007-2008. En plus, je gagne ces titres avec Papa Magou, avec qui j'ai grandi en équipe de France, Cyril Julien, Ricardo Greer. Et derrière, l'année d'après, je me fais une grosse blessure des ligaments croisés. Donc une année blanche pour moi. Je rebondis à l'Asvel, mais pas vraiment. Cette opération n'a pas été un succès. J'ai dû me refaire opérer dessus. Beaucoup de galères. Je finis en National 1 à Orchy. Et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et de me lancer dans le coaching. Lancer en coaching, Tony faisait des camps d'été à Fécamp. Et c'est là où j'ai pu rencontrer tous les coachs, Grégor Beugnot, Jean-Louis Borg, Franck Le Goffre, Pierre Vincent, Greg Popovich, qui est venu. Et Tony faisait venir vraiment les meilleurs de France et bien sûr un des meilleurs des États-Unis, son coach à San Antonio. Et c'est ça qui m'a donné goût à coacher ces étés-là. Et derrière, après, je suis parti en formation. Il m'a proposé un job à l'Asvel en tant qu'assistant.
Et je me suis vraiment épanoui dans ce domaine. Donc après, c'est là où j'ai tracé ma route en tant que coach. Et c'est assez surprenant hein, parce que finalement, tu es un coach français, tu as été un joueur français. Mais si on regarde bien la nationalité de tes parents, il n'y en a aucun des deux qui est d'origine française. Comment ça se fait que tu es français? Parce qu'il me semble que ta maman est belge, si je me Non, souviens. hollandaise. Hollandaise, je Ouais. suis désolé, hollandaise, et ton papa est américain. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que moi, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que tu as un amour très prononcé pour la France, et on se rend compte que finalement, tu n'as pas les origines françaises. Qu'est-ce qui fait que tu as autant la passion pour la France, sachant que finalement, bah, tu n'as pas cette origine de base? On a grandi en France. Moi, j'ai vécu 16 ans d'affilée en France et la France m'a donné beaucoup de choses. Beaucoup d'éducation en termes de, bien sûr, la personne que je suis aujourd'hui, avec aussi le côté américain de mon père. Donc, ça fait un équilibre qui était vraiment top pour nous. Et dans le sport aussi, ça t'a appris plein de choses. C'est sûr que le côté américain est complètement différent du côté français, mais je crois que le mix des deux a fait qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire, finalement, tu as eu une carrière de sportif de haut niveau relativement courte en France, si on regarde par rapport à tes qualités. Le coaching, en fait, ça se dessine de manière naturelle ou c'est justement, tu parlais justement des camps à Fécamp, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as ce fameux déclic qui te dit, bah, finalement, c'est ça que je veux faire. Je veux rester dans le sport et j'ai la passion pour devenir un futur coach de renom. Si tu peux vivre de ta passion, je sais qu'il y a plein de gens dans ce monde qui n'ont pas la chance de le faire. Ouais, Ça, c'est une chance. Et quand je viens ici, pour moi, c'est pas un métier. C'est ouais. c'est une passion et je suis content de venir au travail. Mais moi, je n'appelle pas vraiment ça un travail parce que je sais de quoi la vie est faite. Et mon père m'a éduqué. Des jobs dans la vie, c'est super dur. Donc, c'est top. Le basket, c'est quelque chose que j'aime. J'ai baigné dedans. Mais c'est sûr qu'après, tu as plein de joueurs qui veulent devenir coach. Mais ce n'est pas parce que tu étais un bon joueur que tu vas devenir un bon coach. C'est que j'ai eu des coachs déjà devant moi qui m'ont appris beaucoup de choses, à commencer avec Pierre Vincent, vraiment un éducateur, il connaît le basket de A à Z, c'est franchement le meilleur entraîneur et la connaissance basket était parfaite pour moi de débuter avec lui. Derrière, j'ai eu J.D. Jackson, qui est coach maintenant à Antibes, avec qui on a gagné un titre aussi Ouais. en 2016, et lui m'a donné beaucoup de responsabilités. Lui, il était plutôt dans le management et tout ce qui était vidéo, retour vidéo, il nous laissait vraiment une liberté incroyable aussi avec Elric Delors, qui est coach maintenant à Chalon. C'est marrant, on était tous les deux assistants, on se retrouve tous les deux head coach dans des clubs. Et derrière, je finis avec Zvezdan Mitrovic. Et là, c'est l'opposé de JD, l'opposé de Pierre Vincent, la rigueur, le jouer dur, cette culture un peu serbe, qui est aussi une des meilleures cultures au basket en Europe. Il faut qu'on parle quand même. Tu as fait 7 ans assistant coach. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette un peu dans le contexte. Tu as un nom, certes, tu as été sportif professionnel, mais pourquoi 7 ans? Parce que finalement, moi, je trouve, hein, c'est mon avis, hein, tu vois, par exemple, là, je suis en train de passer mes diplômes pour être coach au niveau région, hein, vraiment, tu vois, c'est les CS1, les CS2, c'est relativement lourd. Mais moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a été joueur qu'automatiquement, on a un bon coach. Ma question, c'est est-ce que tu avais cette volonté de rester 7 ans assistant coach ou ça s'est fait totalement naturellement? Quand Tony me propose de venir à Lasvel, il était beaucoup dans la philosophie Spurs. Et la philosophie Spurs, on peut voir qu'il y a plein de coachs qui sont développés en dessous de Greg Popovich et après qui sont partis dans plein de clubs. En effet, il voulait vraiment que je prenne mon temps et d'apprendre pour quand mon tour va arriver, Mm. je serai prêt. Ouais. Et c'est pour ça que c'est marrant, ça s'est passé exactement comme il l'a dit. On a fait un post-it et on s'est dit, on se donne 7-8 ans d'assistanat et derrière, je te donnerai ta chance. Donc voilà, la chance est venue un an plus tôt des 8 ans qu'on devait Ouais. faire. Mais voilà, c'est que Tipeee il appelle ça pay your dues, tu vois, et j'ai payé ma dues, j'ai payé le temps et j'ai bien appris. Et quand il a su le moment, que c'était le bon moment, bah, il m'a lancé dans le grand bain. T'as pas l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, la jeunesse, elles veulent avoir rapidement, obtenir rapidement, tu sais, leur diplôme, obtenir rapidement un titre de head coach. Et quand moi je t'entends, tu vois, justement, on va parler de ton parcours. Qu'est-ce que toi, tu as, un message à passer justement à cette génération qui veut avoir les choses rapidement, tout de suite, et que quand on t'entend toi, mais finalement, ça t'a pris 7 ans avant d'obtenir ton titre de head coach. Et après, on repassera un petit peu tes saisons. Mais qu'est-ce que tu as un message à passer à ces jeunes qui veulent se lancer dans le coaching et qui ne veulent pas patienter? Faut pas brûler les étapes. Faut vraiment prendre son temps. Après, chacun a un parcours différent. Des fois, tu n'as pas la chance d'avoir le cheminement que j'ai eu et les coachs que j'ai eus. C'est sûr que des fois, ça peut prendre plus longtemps. Des fois, ça peut prendre un peu moins de temps. Ça dépend où on te place. Ça dépend du chemin. Après, sinon, vraiment, l'apprentissage, il est important, vraiment. Et de s'enrichir de tout ce qui se fait dans le monde. Pas juste
Oui, l'Euroleague, on sait que c'est top comme niveau, mais moi, je trouve que tu peux aller décoder un peu de partout. Moi, quand j'ai eu le camp de basket, on avait des coachs qui étaient coachs de région, de département, et ils avaient tous des petits exercices que aujourd'hui j'ai toujours utilisé un peu de ce que j'ai appris. Donc, c'est vrai que mon expérience d'avoir fait le basket universitaire en France, l'Euroleague, la NBA, j'ai vu tellement de choses et j'ai pris ce temps. Et c'est ça qui a fait après, derrière, quand j'étais prêt, même quand tu es prêt, tu as une autre pression en effet. Ouais. Là, tu n'es plus sur le côté de l'assistance, c'est pas du tout pareil, hein. Quand on te dit c'est toi numéro 1, Ouais. là, c'est pas pareil. Tu as la pression, il faut gagner, il y a plein de choses qui sont derrière. Tu as tout un club qui est derrière toi, des fois toute une ville que tu portes qui est fan de basket. Mais ça, je crois que les gens, ils s'en rendent pas compte. Mais quand tu es numéro 1, c'est là où tu te dis, ok, d'accord, c'est pas pareil. Tu vois, tu parles justement d'être numéro 1, tu as été numéro 2. Aujourd'hui, tu vois, si on écoute un petit peu, plus maintenant, mais si on retourne 1 an en arrière, 2 ans en arrière, on prétendait que tu avais obtenu justement comment dire, ton titre de coach parce que c'était ton frère le président. Je pense que tu l'as entendu, mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Comment toi tu l'as vécu? Comment tu le vis encore actuellement? D'avoir justement c'est toujours l'impression qu'on t'a donné quelque chose parce que tu es le frère d'eux. C'est vrai que je peux dire que sans Tony m'avoir donné cette chance, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça je le remercie tous les jours parce que c'est lui qui m'a mis dans le grand bain. Mais après, derrière, j'ai quand même travaillé 7-8 ans et dans tous les clubs, dans la plupart des clubs, ça se fait de donner la suite à un assistant qui est là pendant des années. Donc, pour moi, c'était juste une récompense du travail fourni pendant 7 ans, 8 ans. Même en assistant, on a gagné des titres. Je crois qu'on a gagné au moins 4-5. Donc, c'est la récompense du travail. Et derrière, quand il me donne le job, je sais que c'est une chance. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais il n'a pas coaché ici, il n'a pas coaché en Pro B avant. Il a pas... Oui, Voilà, mais il y en a plein des Ouais. coachs, faut être au bon endroit au bon moment. Ouais. Et puis il y en a d'autres, ils attendent même pas 1 ou 2 ans et ils deviennent head coach. Ouais. Tu vois. Donc, moi, je pense que c'était le moment où ils voulaient me mettre. Et puis derrière, après, j'ai travaillé encore plus dur pour avoir les résultats pour lui, pour le club. Et je pense j'ai fait une belle durée à Lasvel et on a vraiment gagné des beaux titres. On a écrit une belle histoire. C'est clair. Regarde, quand on regarde en 2021, tu fais le doublé, coupe, championnat de France. Moi, je trouve ça extraordinaire. En fait, je te challenge un peu sur ces questions-là. C'est volontaire parce que à ce moment-là, on se dit bon, ben voilà, il est légitime, il gagne la coupe, il a la Coupe de France, le championnat de France. Vas-y, on va les lire comme l'un des meilleurs coachs de la Betclic Elite. C'est pas le cas. Je me dis, mais comment tu fais toi aussi en termes de légitimité dans le domaine, à cette époque-là, bien évidemment, 2020-2021, alors que tu as tout gagné en France? Pourquoi, à ton avis, tu n'es pas nommé? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, c'est toujours dur de ne pas être nommé parmi les meilleurs, surtout quand tu gagnes. Après, je ne vais pas te mentir, Pat, je préfère les récompenses collectives qu'individuelles. Parce qu'à la fin de la journée, gagner des titres, pourquoi je fais ce métier? C'est pour gagner avec un staff, des joueurs, un club. Et franchement, moi, je préfère ça qu'être élu coach de l'année. Tu m'échanges des titres individuels aux titres collectifs, jamais de la vie. Parce qu'à la fin de la journée, les titres, ça reste. Et aujourd'hui, je peux retourner à l'Astrobal et j'y retournerai l'année prochaine et je verrai. Moi, mon nom, il est gravé à vie là-bas. Tu as quand même fait un taf de dingue. Et puis, on va revenir parce qu'aujourd'hui, moi, je te vois arriver à Rouen. Je crois que tu es arrivé le 1er décembre officiellement, c'est ça? C'est ça, ouais. Officiellement au 1er décembre. Tu me dis, 5e du classement. Un club historiquement qui était justement champion de France. Paf, tu inverses la tendance. Puis, je me dis, mais moi, bon, après, je ne suis pas coach à ton niveau, mais tous les gens qui parlent, tu vois, on regarde la presse aussi. La presse, TJ. Mais là, tu fermes la bouche à tout le monde. Et tu en es conscient quand même de ça. De l'extérieur qui, à un moment donné, t'observe plus que les autres. Voilà, c'était plus ça. On t'observe plus qu'un autre coach. Moi, ça me plaît. Moi, j'ai toujours aimé la pression. Mon père qui est plus là, paix à son âme aussi, mais c'est lui qui m'a donné cette force d'être plus fort que ça. Tous ces discours, tous ces messages. En effet, il sait que la jalousie, elle existera toujours. Mais moi, je ne peux pas me rabaisser à ça, à des gens qui mettent des messages. Waouh, la force, c'est vrai que la force des réseaux sociaux d'aujourd'hui, ils sont incroyables. Ouais, mais ça, clair. tu ne peux pas le contrôler. C'est dingue. C'est des gens, ils ne bougent pas de leur canapé, ils mettent un message et on dit waouh, incroyable ce qu'ils viennent de dire. Mais ces gens-là, ils ne te voient pas travailler au quotidien. Moi, les gens qui me voient travailler au quotidien, que ce soit ma femme, mes enfants, ma famille, moi, c'est ça qui est le plus important. Puis derrière,
Je me rappelle, j'ai reçu des messages de plein de monde, mais c'est sûr qu'après, le CV, il parlera pour lui-même à la fin de ma carrière, et puis on verra. Puis j'ai déjà bien fourni en titre, mais moi, à la fin de la journée, je m'en fous de ce que, enfin, je vais le dire, je m'en fous de ce que les gens Ouais, disent. mais tu as raison, c'est important. Et moi, de toute façon, je sais que je peux me regarder dans la glace, je sais que je triche pas, je sais que je vais tous les jours faire ce que je dois faire. Là, cette année, c'était de ramener Rouen de la 5e place à vouloir être champion de France. Mission accomplie. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on est champion de France qu'on va juste se contenter de ça. Moi, je suis venu parce que le président a des objectifs. Et moi, de toute façon, je ne pars pas l'année prochaine pour me dire je vais rien gagner. Toujours dans ma tête, je veux gagner quelque chose. Et tu vois, toi, je vois ton mindset, je vois ta manière de penser. On s'est vu l'été dernier à Munich. Tu étais assistant coach, donc tu gagnes à ce moment-là le titre avec ton équipe de Munich. Il me semble qu'il te prolonge à ce moment-là. Il te prolonge justement parce que tu fais un travail excellent. Moi, je l'ai vu, hein, les joueurs t'adorent. J'ai vu le travail que tu faisais. Gordon t'adore aussi. Et à ce moment-là, boum, tu as un call du directeur sportif, c'est bien ça, Zoran, Ouais. je ne veux pas mal prononcer son Zvekkovic. Je ne peux pas le prononcer non plus, moi je dis Zoran. Donc, Ok, bon, Zoran, je suis désolé, j'ai pas envie justement d'écorcher son nom, mais quand il t'appelle, rappelons-le, hein, tu étais avec lui au Bayern de Munich avant. Qu'est-ce qui te fait basculer de passer de l'Euroleague? Parce qu'il faut qu'on le dise. Moi, j'ai vu ta salle, la salle du Bayern de Munich, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule sur un niveau challenge de seconde élite pour aller justement chercher la Betclic, la première division? Bah déjà, pour parler du Bayern, merci aussi à Gordy parce que Gordy m'a appelé. J'avais encore toujours rien. J'allais passer sur une année encore peut-être blanche. Et franchement, ce call a quand même changé ma carrière quand même. On va pas se mentir. Et ce personnage a toujours été là pour moi. Gordon Herbert, pour moi, c'est un grand coach, champion d'Allemagne. Il a changé le basket en Allemagne. Et de me donner cette chance, moi, je voulais tout donner pour lui. Et comme tu as dit, je l'ai fait à fond. On a été champion d'Allemagne, on fait les play-ins, on fait une super saison. Derrière, bien sûr, il voit le travail. Zoran, qui est là au quotidien, voit comment je travaille, voit la relation que j'ai avec les joueurs. Le management de tous les jours, bien sûr, pour ça, je donne beaucoup de respect à l'assistant parce que je l'ai été pendant 7 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'étais coach, mais après, je redescends assistant et je sais que c'est important d'être comment tu dois être pour aussi couvrir le coach parce que les états d'âme des joueurs, quand tu as 15 joueurs à gérer, c'est pas facile. Donc, ce rôle, je le connais très bien. Et derrière, Zoran m'a toujours parlé de ce projet de Rouen, de revenir en France. Ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est le décès de mon papa quand même. Le décès de mon papa m'a ouvert les yeux par rapport à la famille. On ne s'en rend pas compte, je suis très famille. Moi, je fais tout pour ma famille. Mais en effet, avec les saisons Euroleague, les calendriers, tu n'es jamais là. Tu n'as pas le temps. Oui, tu viens, mais ta tête, elle n'est pas là parce que tu gagnes un match, tu es déjà sur un autre match dans 2 jours. Et là, je me suis dit, c'est le projet parfait. C'est pas grave, on revient en arrière, un nouveau challenge à Rouen, pas loin de la famille. Je connais Rouen, c'est top. Le président, il est top. Il a des projets incroyables, des ambitions top. Donc je me suis dit, vas-y, on fait un step back. Et pour moi, ce n'est pas vraiment un step back. Parce qu'après, je sais, on veut remonter Rouen, c'est essayer de retrouver aussi l'élite. Là, c'est fait. Et après, retrouver aussi la Coupe d'Europe. Et c'est aussi de passer beaucoup plus de temps avec ma famille. Tu vois, maintenant, tu as des week-ends. J'ai jamais eu de week-end pendant 10 ans, 12 ans. Et d'aller aux activités de mes enfants, de faire des choses comme ça et de profiter un peu plus de la vie, ça, j'en avais besoin. Donc ça, je pense que même pour tout coach, de faire 3, 4 ans, 4, 5 ans d'Euroleague, ou peu importe où les calendriers sont chargés, c'est bien de faire un break. Après, moi, je sais très bien que t'es famille. Hein. Moi, je me souviens, on était ensemble à Munich et tu planifiais déjà la venue de ta famille. Tu te souviens, tu planifiais la venue de ta famille, les écoles. Enfin, tu étais vraiment en repérage constant. Et je me dis, mais en fait, si tu les as fait venir, il me semble, hein, tu les as fait venir et tu les as refait repartir. Mais quelque part, en fait, tu avais un projet de te rapprocher d'eux en revenant à Rouen, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la famille. Hein. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, c'est ça? Tu as 3 enfants. Donc, toi, aujourd'hui, tu es plus proche d'eux. Ça te permet de les amener à l'école, d'avoir plus de temps. Parce que finalement, le calendrier Euroleague te l'empêchait. Mais qu'est-ce qui différencie finalement, clairement, ton quotidien aujourd'hui à Rouen avec Munich? C'est un match par semaine, c'est pas 4. Tu vois. Ouais. Donc, ça donne des week-ends. D'ailleurs, je suis très fier de mes 3 filles. La plus grande, Iman, qui est danseuse professionnelle, qui danse pour
Pour Matt, bah, j'ai eu la chance d'aller voir son concert, tu Ouais. vois. Elle va au Stade de France, elle va danser pour Aya Nakamura. J'ai la chance de le faire. Avant, je n'avais pas cette chance de faire tout Ouais. ça. Et ça, Je vois très il bien. n'y a pas de prix en effet pour tes enfants parce que je le vois dans ses yeux quand je suis là. Elle est heureuse que toute la famille soit là. Ouais. Et ça, on n'a pas pu le faire. Donc ça c'est top. Ça, c'est top. Et puis, vraiment tellement fier aussi des deux autres, Laïa, Cara, qui grandissent très bien et que je sens qu'elles sont vraiment bien dans cette ville. C'est vrai que l'école en Allemagne, c'était pas facile. L'allemand, c'est une langue pas facile. Et moi, j'ai besoin que mes enfants soient heureuses, qu'ils sourient et que, voilà, que ma femme, pareil, qu'ils soient bien où ils sont. Donc, l'Allemagne, de ce côté-là, moi, j'étais heureux. J'étais au Bayern Munich. Tu peux pas faire beaucoup mieux. Ouais, de fou. Mais je voyais que c'était pas à 100% pour tout le monde. Donc, moi, j'ai besoin que c'est important pour eux. C'est important pour eux. Moi, tu sais, c'est pas l'argent, c'est pas, tu sais, je suis arrivé ici, j'ai pas négocié, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ça, les gens ne savent pas non plus. Mais c'est ça qui tient le plus pour moi. Et ils sont fiers de toi aujourd'hui. Est-ce que ça se traduit comment la fierté qu'ils ont? Parce que finalement, tu es quand même champion. Tu arrives au bout de 6 mois, tu es champion, tu es proche de ta famille. Et comment ça se traduit auprès de ta famille, justement, ce regard peut-être qui est différent, où tu vois, où tu appelles peut-être toute la famille juste en revenant à Rouen et en étant proche d'eux et en gagnant en plus un titre? Comment tu le vis au quotidien, justement? Comment ils te le transmettent? Ma plus grande, elle m'a envoyé un message. Et ça, c'est les trucs qui touchent, tu vois. Elle est impressionnée, le fait que comment je veux toujours aller gagner et de faire mieux. Et je me lève le matin à 7 heures et je ne me trouve pas d'excuses en effet. Et c'est ce que je lui ai dit au début, c'est si elle veut être danseuse professionnelle, qui n'est pas mon domaine, mais qui reste du sport, ton corps c'est un outil de travail, ça par contre je pouvais lui apprendre parce que j'étais joueur professionnel. Et je l'ai poussé. Et c'est c'est dur des fois de voir tes enfants pleurer. C'est dur. Tu veux pas les faire pleurer parce que toi, ça te fait mal au cœur. Mais tu es obligé de les pousser. Mon père, il nous a poussés comme ça. Et c'est pour ça qu'on est arrivé où on est. Et j'ai fait pareil avec elle. Et j'ai été dur pour une raison. Et que maintenant, elle s'en rend compte pourquoi je l'ai fait. Et maintenant, elle est partout. Et c'est top. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est tous ces moments qui étaient durs à avoir pleuré, c'est une mission accomplie. Et j'en ai 2 autres qui arrivent. Et ça va être pareil. Ça va être pareil. Je suis formaté comme ça. Je suis formaté comme ça. Mon père et ma mère nous a formaté les 3 frères et c'est notre ADN. Et c'est quoi la méthode TJ Parker? Parce qu'il y a une méthode. Moi, je suis convaincu, tu vois, justement, je te disais, je passais mes diplômes. Je pense qu'il y a une méthode qui fait que tu performes, que tu as des titres, que tu as des résultats. Ok? À un moment donné, je pense que le parcours d'un coach, c'est normal. Tu sais, à un moment donné, ça gagne moins. Mais aujourd'hui, quand tu viens à Rouen, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et Enfin, qu'est-ce qui fait la différence avec la méthode Parker pour aller chercher un titre? Et sois le plus honnête possible. Moi, je pense que ce groupe, il avait un manque de confiance. Manque de confiance. Je n'ai pas choisi un joueur. D'accord? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Pour moi, les joueurs, ils sont à 50. Tu les mets tous sur la même ligne. Qu'est-ce que tu vas faire pour les amener à 75? Qu'est-ce que tu vas les amener pour amener à 100%? Ça ne sert à rien de redescendre en bas. Déjà, tu ne tireras jamais le meilleur. En effet, moi, ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai rencontré les joueurs un par un. Et après, j'ai vu quelques entraînements. Mais mon objectif, c'était de leur donner du plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, le basket, c'est un plaisir. Et je me rappellerai toujours, c'est après le match de Charleroi, où ils perdent, et on aurait dit que c'était la fin du monde. Et moi, j'aurais dit, en ayant perdu mon papa, c'est pas la vie ou la mort, c'est du basket. Et après ce moment-là, et après avoir vu tout le monde individuellement, et expliquer bien les rôles à tout le monde, j'ai dit, écoutez, maintenant on va y aller, et on va y aller à fond. No regrets, il ne faut pas avoir de regrets. On ne regarde pas derrière, et si on perd, on va en perdre des matchs, c'est pas grave. On to the next one, on pense au prochain. Parce qu'on pense à chaque fois, c'est quand on perd qu'on peut apprendre des choses. Faux, moi je fais des vidéos quand on gagne. Quand on gagne, il est encore plus dur avec eux des fois, parce que les choses qu'on a demandées n'ont pas été respectées. Donc l'exigence aussi, c'est très important au sport de haut niveau, avec chacun. Et moi, je ne fais pas la différence entre le français et l'américain, peu importe. Pour moi, tout le monde sur la même ligne. Comme ça, quand tu as tout le monde sur la même ligne, allez, on peut voyager ensemble. Et c'est ça qui est important. Donc c'est cette chose que j'ai ramené, l'exigence. Les joueurs me l'ont redonné et leur laisser un peu de liberté et donner confiance. Et bien sûr, il faut au basket mettre les pièces comme il faut. Donc c'est sûr, j'ai mis Harvey Gauthier avec Javan Blair, parce que Javan Blair, attaquant, Harvey Gauthier, c'est mon meilleur défenseur au niveau des gardes. Donc pour moi, c'est pas possible de ne pas avoir mon meilleur défenseur ne pas commencer. Donc j'ai dû prendre Masters, qui est étranger, et de le faire sortir du banc et lui faire comprendre que ce sera le 6e homme
et que ce sera un peu notre électron libre. Et au début, il a du mal à accepter. Mais quand tu es franc avec tes joueurs, tu dis la vérité et de comment tu vas les utiliser, et après tu le dis devant tout le monde, au moins tu es honnête. Ça marche pas, mais au moins tu as dit les choses. Bon, soyons clairs. Comment tu apprends ça? Parce que je sais que tu n'apprends pas ça dans une formation de coach. Je sais que tu n'apprends pas ça, tu l'apprends quelque part. Qu'est-ce qui fait que tu as ce management et où est-ce que tu l'as dégoté, ce management? Bah, avec l'expérience, j'ai appris un peu de tout le monde. Donc les échanges avec les coachs sur les camps de basket, les étés, c'est sûr qu'on finissait à une certaine heure, à 9 heures, mais derrière tu passes 3 heures, 4 heures avec eux à échanger. La chance d'être souvent dans un bureau avec Popovic, échanger. La chance, Voilà. c'est sûr que j'ai eu des chances que d'autres n'ont pas Ouais. eu accès. Ouais. D'avoir Tony comme frère, c'est sûr que ça t'ouvre des portes incroyables. Ouais. Mais moi, au lieu de rester chez moi, parce qu'il y en a plein, ils disent ouais, mais moi, j'ai pas eu cette chance. Ouais, mais par contre, tu vas te lever tous les matins à 8h30, tu vas suivre Tipeee, tu vas rester dans la salle pendant 3 heures, tu Ouais. vas attendre tous les jours d'entraînement, parce que c'est ce que j'ai fait en effet. Ouais. Tu vois, moi, quand les gens ils dorment, moi, je suis debout. Tu sais, des fois, je me lève, je regarde des matchs, je regarde différents championnats, je regarde plein de choses, je regarde des cliniques de coach, Ouais. j'écoute, j'échange, et c'est ça après qui te forme. Mais après, c'est aussi ta vision à toi. Et on va pas, c'est une forme aussi d'éducation Exactement. qu'on a eu du padre quand même, du père. Et c'est ce que j'allais te dire, hein, parce que bon, je vais l'aborder de manière très rapide. Tu as une culture américaine. Moi, ça se ressent énormément. Moi, je te connais depuis très longtemps et toi et ton frère, enfin, toi et tes frères, vous avez eu toujours cette culture américaine. Vous savez, c'est, comme tu dis, no regrets. Mais finalement, ça se traduisait au quotidien. Je me souviens, tu étais un gros shooter, tu shootais, mais tu n'avais pas de scrupule à retenter 10 fois. Et même dans ton comportement. Est-ce que c'est vraiment pas cette culture américaine et plus particulièrement ton papa qui t'a inculqué ça et qui vous a inculqué justement cet état d'esprit-là? On a grandi dans le playground, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pat, maintenant, c'est fini ça. Tu sais, le playground, ça t'apprend tout. Ouais. Tu sais, où on a joué avec, c'était moi et mon père contre Tipeee et Pierre, des séances de 2 contre 2. Mais tu te rends pas compte, moi, mon père, des fois, il était 13 heures. 13 heures. On se faisait dégager de la baraque et qu'on n'avait pas le droit de revenir avant 19 heures. Mais c'est fini ça. Ça n'existe plus. Maintenant, tu sais, il y a trop de les portables, ce côté où eh ben, on faisait du sport tout le temps. Mais ce qui est fou, c'est pas que le basket qui nous a fait devenir aussi comme ça. Quand on voit Tipeee aussi, la vitesse, le foot, on a commencé par le foot. Ouais. Mais quand tu es dehors toute la journée, il faut que tu apprennes à faire plein de sports. Mais la chose, c'est que quand on allait faire du sport, que ce soit avec des gens qu'on rencontrait au playground, on n'avait pas le droit de perdre. On n'avait pas envie de perdre. En effet, c'est comme ça. Moi, je peux rentrer ce soir, je vais jouer à un jeu de cartes, simple, un jeu de cette famille, tiens, avec mes enfants. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Ma femme me déteste par rapport à ça. Mes enfants, maintenant, ils ont cette mentalité. Mais moi, la vie, c'est comme ça. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Moi, je fais un jeu, même si c'est un jeu entre amis, je veux gagner. C'est cette mentalité qui est dans ma tête. Et c'est comme ça, c'est ce que j'essaie de redonner à mon effectif aussi. Et c'est marrant. Et quand tu vois les premiers entraînements, et là, on prend 2 jours off, même 3 jours off, parce qu'on n'a plus grand-chose à jouer. Donc, on essaie de faire des activités. En fin d'entraînement, on était off pendant 3 jours. Mais les mecs, ils s'entraînent à fond et ils veulent gagner. Donc, tu vois, ce que tu as inculqué depuis que tu es arrivé, bah après, j'avais plus rien à dire en effet. Le groupe s'est créé. Même quand on avait des difficultés, tu es à -5, pas de panique. Tu vois, et c'est un truc que tu construis tout au long d'une saison. Tu vois, et ça prend du temps. Et en plus, on a eu la chance de gagner même 12 victoires d'affilée. C'est un record qui n'a jamais été fait. Mais je crois que je leur ai imprégné ce que moi, dans la vie au quotidien, comment je suis, c'est la gagne. Et justement, cette gagne-là, tu disais, c'est ton papa, c'est votre papa qui vous a inculqué. Il nous a quittés il y a pas très longtemps. C'est une personne que j'ai eu la chance de connaître, qui était remarquable et qui était toujours près de vous. Moi, j'ai toujours, tu vois, si j'ai un souvenir de ton papa, toujours près de vous, à vous donner des conseils. Et justement, comment on le vit quand on a une partie de soi qui s'en va? Est-ce qu'on devient plus fort? Est-ce qu'on s'affaiblit? Quel est justement le sentiment qu'on a après une situation comme celle-ci? Si tu peux en parler, hein, bien évidemment. C'est très triste. J'avais jamais vécu un moment comme ça. Première fois de ma vie que tu ressens des choses où quelqu'un qui t'envoie des messages tous les 2 jours, quelqu'un qui t'appelle avant tous tes départs dans déplacement, qui t'appelle après l'atterrissage de tous tes déplacements. Ça n'existe pas. En effet, ça, tu l'as pu. Et ça, c'est dur.
Mais mon père, en effet, quand j'ai remarqué et je parle aux gens avec qui il était proche, je pense qu'il a été mis sur cette terre pour faire du bien aux gens. C'est vrai. Parce que tous les gens, ses amis, ils me disaient qu'à chaque fois, il prenait des nouvelles de tout le monde. Il avait un cœur énorme. Et moi, je sais que j'ai cette phrase d'Ernie Signard qui avait dit le 2 novembre. Et lui, le plus important, c'était ses 3 enfants. Et sa phrase, c'était « Wherever my son goes, I go ». Peu importe où mes enfants vont, peu importe où je vais moi, mes enfants viennent avec moi. Donc, après, c'est comme ça, c'est aussi la vie. On vieillit. Donc, bien sûr, quand tu vieillis, les gens qui sont proches de toi, bah, c'est sûr que ça va arriver. On ne voulait pas que ça arrive aussitôt. Mais après, si ça a été fait comme ça, c'est que, voilà, c'est que Dieu voulait. Et puis, maintenant, il est là-haut. Mais c'est surtout, ça c'est une chose, on ne peut pas être faible. Ouais, c'est ça On que ne je peut pas voulais te être faible. demander. C'est ça que Je je ne peux voulais te pas être faible demander. parce que pour lui, je suis obligé de faire tout ce qu'il m'a donné. Je peux pas, je suis obligé d'aller faire ce que je fais. C'est lui qui m'a donné cette force. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est ce titre. Pour moi, je l'ai déduit à lui parce que vraiment, quand tu vis ça, derrière d'accomplir la mission d'aller être champion de France, moi, je sais qu'il est fier de moi, il est fier de ce que je fais. Et mais de toute façon, sans lui, je ne serais pas où je suis, en effet. Parce qu'il est en moi, quoi. Je suis lui. Tu vois, tous les discours, tous les speeches, c'est ce que tu redonnes après toi aussi à tes joueurs ou à ta famille. Tu vois, je fais vite fait le parallèle, parce que moi, je suis un gros supporter du Paris Saint-Germain au foot. Tu vois, le coach Luis Enrique, qui avait perdu sa fille aussi. Ouais. Et justement, il en parle très souvent et tu vois, on a l'impression, enfin, il dit souvent que c'est ça qui lui donne aussi, tu sais, cette force. Cette force. Et qu'indirectement, j'ai même l'impression, en plus en étant fan du Paris Saint-Germain, que ça se retranscrit dans son effectif. Finalement, est-ce que toi, indirectement, tu retranscris, tu vois, tu me parles justement comment tes joueurs s'entraînent plus, même quand ils sont en day off. Est-ce que justement, on ne retranscrit pas quelque chose de plus positif ou de différent lorsque un événement aussi tragique, aussi fort nous est arrivé? Je pense que Indirectement, je bien pense que tu évidemment. le dis, hein, c'est sûr que il y a aussi Gordon qui m'a dit on est toujours meilleur la deuxième fois quand on y retourne que la première. Parce que tu peux apprendre de tes erreurs, tu peux apprendre de plein de choses. Mais c'est sûr que ces événements-là te font relativiser plein de choses. Plein de choses. Parce qu'à la fin de journée, ça reste que du sport. Ouais. Et tu as des choses qui sont 10 fois pires dans la vie. Ça, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et moi, c'est ce que j'essaie de leur dire. C'est quand vous venez ici, dites-vous bien que votre métier, c'est de jouer au basket. Donc, quand vous venez ici, peu importe les problèmes qui sont en dehors, on retourne tous à nos problèmes quand on sort de la salle. Mais quand on vient dans la salle, il faut qu'on oublie ces problèmes. Moi, c'est ce que j'essaie de leur dire à mes joueurs. Et ils n'avaient jamais trop entendu ça, mais c'est la réalité. Parce que quand tu viens ici, et franchement, j'ai eu un groupe extraordinaire. Et ça part aussi des capitaines avec Antoine Dio, Maxime Ross, qui ont cette expérience. C'est un des meilleurs groupes que j'ai eu. C'est un des plus gros plaisirs d'avoir pu gagner ce titre avec eux, pour eux. Tu sais, quand je suis dans le rond central, Pat, Ouais. et je leur demande combien d'entre vous a gagné des titres. Et je crois qu'il y a Antoine, on connaît la carrière. Ah ouais. Je crois qu'il y a 4 mains qui se lèvent. Ouais. Toi, tu en as gagné 14. Ouais. T'imagines la chance? Quand tu fais du sport, pour moi, c'est juste gagner des titres. Ou Antoine qui en a gagné aussi autant, ou Adrien Moerman après. Les mecs, ils t'auraient dû voir leur tête quand on gagne. Ouais. C'est leur premier titre. Ouais. Et ça fait peut-être 15-20 ans qu'ils sont dans le domaine. Ouais. Donc, tu vois, de redonner ça à un groupe comme ça, qui a vraiment. Ils ont tout donné, ils n'ont pas triché. Je crois que. Allez, j'ai peut-être eu 3 mauvais entraînements sur l'année. Allez, 3. Et mauvais, c'est un grand mot. C'est un privilège de travailler avec des gens comme ça. Et TJ, c'est quelqu'un qui lève la voix, c'est quelqu'un qui sanctionne. T'es quel type de coach? Si tu pourrais te qualifier en tant que coach, t'es plutôt un coach de quelle manière? L'exigence. C'est sûr que j'élève la voix, mais c'est pas pour rien quand j'élève la voix. Je vais pas, ça sert à rien d'élever ta voix tout le temps. Parce qu'après, on t'écoute plus. Moi, c'est ce que je pense. Ça, Quand tu cries tout le temps. Ah, c'est le papa qui parle. On sait ce que c'est. Quand tu cries tout le temps, ça sert à rien. Ouais. Mais quand tu cries une fois, Ouais, et je quand tu sais. prends le coup, là, tu sais, hein, là, tu Je sais ce dis, que OK, tu veux dire. ouais, c'est bon, Ouais. vas-y, faut que je reste droit. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est un peu aussi, j'ai aimé le coaching Popovic. C'est facile de taper sur les jeunes ou de taper sur les faibles. Mais Popovic, lui tapait sur Tipeee, Ginobili, Duncan. Ça fait que derrière, après, les mecs, ils vont dire, mais moi, qu'est-ce que je vais faire si les 3 mousquetaires, là, tu peux pas les toucher? Tu suis tout le monde. Tu suis. Ouais. Tu suis. Et ça, je trouve, ça, c'est des coachings qui sont gagnants aussi. Donc, parce que j'en ai vu des coachs qui tombent, qui tapent sur les plus jeunes.
pour moi, ça sert à rien. Moi, je pense qu'il faut mettre tout le monde à la même enseigne. Et ça, Mitrovic, il me l'a montré aussi. Donc, encore une fois, Ouais. c'était sur ma route, cette expérience aussi. Adrien Moorman, qui rejoint un des plus gros palmarès en Euroleague, deux titres Euroleague, il me semble. Il débarque en seconde division en France, bien évidemment sous les commandes de TJ Parker. Comment il vient, pourquoi il vient, et qui c'est qui va entre guillemets, aller le chercher en Taïwan, il me semble, il était. Cette dernière année, tu à Taïwan et derrière, Adrien, il a essayé de repartir à Taïwan ou regarder le projet le plus intéressant pour lui. Moi, ce qui me fait marrer aujourd'hui, c'est quand les gens disent oh, il a Adrien Moerman. Mais allez chercher les autres clubs, Adrien Moerman. C'est ce que j'allais te dire, vas-y. Allez-y, appelez-le. Ouais. Moi, j'aime bien quand j'entends ça, Ouais. appelle-le. Il en a eu des propositions. Il n'a pas été. Déjà, moi, Adrien, c'est pas juste un joueur de basket. Déjà, moi, c'est un ami. C'est comme un petit frère que je connais depuis des années, tu vois. Sa famille, on est amis, on est déjà partis en vacances ensemble, on a des liens en dehors basket. Bien sûr, sa carrière, elle est incroyable. Mais après, Adrien, ça s'est fait sur un coup de fil où on s'appelle régulièrement, sur un FaceTime. Et il me dit, tu chercherais pas un poste 4, 5 Énorme. Et moi, je dis, ouais, 5, moi, je recherche un poste 5. Tout. Il fait, vas-y, j'arrive. Vas-y, dis-moi, je viens. Je dis, mais tu rigoles. Il dit, non, vas-y, je viens. Propose-moi quelque chose et tout. C'est fait comme ça. Et le lendemain, Adrien Moerman signe à Rouen. Mais c'est parce que moi, je le connais. Et il est venu parce que moi, je ne pense pas que sinon il serait revenu. Même l'histoire, elle est parfaite parce qu'il a commencé le basket ici, Adrien à Rouen. Exactement. Donc l'histoire, elle est aussi formidable. Mais si je ne suis pas là, Adrien, il ne vient pas. Adrien, il a dit non à plein de clubs avant de venir, même en France. Donc aussi, le côté TJ, c'est j'ai aussi des liens avec des joueurs. Et ça soit Geoffrey Lauvergne. Geoffrey, il était à Kaunas. Il est revenu à Lasvel parce que j'étais à Lasvel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, il ne serait pas spécialement venu à Lasvel. Donc, j'ai aussi cette force de garder des liens avec des joueurs que quand j'étais assistant ou quand j'étais coach. Que, tu vois, moi, le prochain que je vois en liste, j'aimerais bien faire revenir Chris Jones. Tu vois, Chris Jones qui est quelqu'un à qui j'étais proche parce que j'ai vu sa carrière. Il a vraiment galéré toute sa carrière et moi, j'arrive à l'avoir à un prix 215 000 € l'année ou 225 c'était. Et derrière, on le perd parce qu'encore une fois, la concurrence, il signe à Valence à 850. Mais le message qu'il t'envoie pour te remercier, parce que pour lui, sa vie, elle change en effet. Et après, là, il a pris des salaires. Je crois que maintenant, il a plus de 5-6 millions de gains avec l'Euroleague, il est avec la Poel là, en play-off. Et vraiment, c'est quelqu'un, j'aimerais bien, moi, je lui dis, allez, donne-moi une petite année avant que tu prennes ta retraite. Tu as des joueurs comme ça, ils viennent pour toi. Ils viennent pour toi parce que, pas juste le basket, mais la personne que tu es en dehors du basket. Et c'est ça que les gens, des fois, ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas, on te juge, mais viens voir qui je suis, tu vois, mais ça, c'est pour ça que moi, comme je t'ai dit, je ne fais pas attention, mais ces joueurs-là viennent aussi parce que quitter, tu vois. Parce que Rouen, aujourd'hui, en termes de budget, et ce classe, j'ai pas fait cette recherche-là, malheureusement, parce que ça me trotte dans la tête. Se place à quel niveau en seconde division? Ça, c'est très intéressant aussi. Dans deuxième division, je crois que c'était dans le top 3, top 4. Avec, donc, vous n'êtes pas les top 1, vous n'êtes pas… Non, il y a Pau Orthez qui a un très bon budget, tu as Orléans qui a un très bon budget, tu as plusieurs clubs qui ont des budgets très intéressants. Et je ne pense pas que c'était le numéro 1-1, peut-être en masse salariale, mais en budget global, je ne pense pas. Derrière, tu as un président qui bosse comme un acharné, c'est un passionné. Et je pense que Rouen doit le remercier quand même. Parce que sans lui, je crois qu'il n'y a pas ce club qui aurait existé, cette salle qui aurait agrandi, tous en gros. Parce que tu es quand même dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, tu vois. Donc c'est difficile de fonctionner si tu n'as pas quelqu'un de costaud. Et lui, il fait, bien sûr, il a un très gros poste, un très gros traiteur argentin, plusieurs choses qu'il fait, le président, Emmanuel Brochot. Mais voilà, je crois qu'il donne beaucoup. Et franchement, Rouen, ils ont une chance de l'avoir. Et le budget, de toute façon, ça peut monter. Et c'est aussi grâce à lui s'il monte. Donc là, je pense qu'on va en monter un peu plus. On a des ambitions, donc step by step. Mais c'est sûr qu'il voit plus loin que juste une qualification en Betclic. Et maintenant, on est en Betclic, on est en première division, tu y es arrivé. C'est quoi un petit peu, tu m'as dit, hein, tu n'y vas pas pour juste un maintien, mais est-ce qu'on est, est-ce que là, tu es plus, tu sais, terre à terre et tu te dis, bon, allez, si on fait une 10e place, c'est très bien, ou finalement, tu vas bâtir ton équipe pour aller chercher
l'inévitable, peut-être même des playoffs, peut-être même aller chercher une Coupe de France. Quel est ton mindset là, l'intersaison? Parce que finalement, tu la prépares déjà, j'en suis sûr. Faut pas en parler trop tôt, Ouais, c'est vrai. parce que le recrutement n'est pas fait. C'est vrai, c'est vrai. Tout dépend qui tu recrutes. Il faut savoir que quand tu montes, tu n'as pas de Coupe d'Europe. Le recrutement aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ah Parce que les oui, joueurs ah veulent toujours oui, une Coupe d'Europe. Tu sais, les ah joueurs, ils oui. n'aiment pas Pour s'entraîner l'exposition et aussi. pour l'exposition, mais ils Ouais, n'aiment pas trop s'entraîner aussi. Ils aiment ouais. bien avoir plus de matchs, ce qui peut se comprendre aussi. On préfère jouer. C'est pas facile de faire un match par semaine. Derrière, il faudra qu'on vende un projet aussi, qu'on vende des choses aussi intéressantes pour des joueurs qui puissent venir ici, pour derrière, après, peut-être faire x2, x3 dans des clubs autres, ou peut-être on a une petite passerelle, quoi. Ou après, si on arrive à trouver ce joueur expérimenté qui est plutôt vers la fin, ou peu qu'on puisse avoir sur 1 ou 2 ans, faut voir ce qu'on peut faire. De toute façon, il faut qu'on vende notre projet à fond. Et puis derrière, d'abord, faut faire l'équipe la plus compétitive possible. Mm. Après, on ne sait jamais la saison de quoi est fait. Tu peux dire que tu veux faire les playoffs, tu peux dire que tu veux faire des choses, mais imagine tu perds ton meilleur joueur. Alors pour la saison, imagine la saison. Même cette année, franchement, on a eu de la chance qu'on n'a pas eu de blessés pendant un long moment avant de perdre Jevon Blair sur la fin, notre meilleur marqueur. Mais le collectif était tellement costaud que c'est pour ça qu'après on a continué et on a gagné. Mais il y a beaucoup d'aléas dans une saison. Donc pour l'instant, on essaie de faire l'équipe la plus compétitive, l'équipe à l'image du club. Et c'est aussi les personnes, des bonnes personnes. Parce que quand tu construis avec des bons mecs, quand tu n'as pas trop de talent, mais tu as une cohésion de groupe, ça, des fois, ça a des meilleurs résultats aussi. Donc ce qui est important, c'est vraiment de bien se renseigner sur les joueurs qu'on veut prendre, de ne pas se tromper pour vraiment créer ce groupe qui puisse aller le plus loin possible. Et bah, tu vois, là, je vais faire appel au coach, à l'assistant coach, à l'ancien joueur. Euh, Tu vois, pour aller chercher un joueur, je pense que ça évolue d'année en année. Tu vois, je pense que ça, il y a une évolution. Tu vous passez uniquement par les agents. Vous avez des personnes au sein de ton staff qui regardent exclusivement des vidéos, qui se déplacent. Comment ça fonctionne aujourd'hui, un recrutement de première division? Bah, tu as un directeur sportif, donc c'est Zoran. C'est Zoran qui s'occupe, Ouais. bien sûr, qui a le budget, bien sûr, qui va par rapport à ma philosophie, par Mm. rapport aux joueurs, au poste que je veux et comment on voit les effectifs. Quand tu es en Euroleague, c'est facile parce que tu as de l'argent, tu peux acheter tous les joueurs que tu veux. Quand tu es un peu moindre, oui, tu as des demandes, mais des fois, tu ne trouveras pas le joueur que tu veux. Mm. Donc après, il faut vraiment mettre le meilleur équilibre que tu peux avoir dans un effectif. Donc c'est pour ça, c'est son job qui est aussi compliqué. Il a plein de listes qui viennent des agents. Mais après, lui, il va falloir qu'on donne 30 joueurs. Mais sur le profil qu'on cherche, on va se relier que sur 5 noms et par rapport aussi à l'enveloppe qu'on a. Nous, on n'a pas des enveloppes, on se dit on peut avoir qui on veut. Ouais. Donc c'est un vrai travail, c'est des vidéos, c'est des fois tu pars sur le terrain pour aller voir des nouveaux joueurs, pour aller scouter. Et derrière, on a aussi des retours. Et les retours qui sont importants, ce n'est pas juste le basket, c'est l'humain. Parce que l'humain, c'est important. Tu sais, quand tu dois venir Ouais. ici et tu dois venir jouer une fois par semaine, t'entraîner toute la semaine, il faut que le joueur ait envie. Et comment on détermine ça? Ça, tu vois, c'est bien que tu en parles. L'humain, intrinsèquement, on ne le voit pas sur une vidéo. Un agent, il peut te dire ce qu'il veut, mais tu peux découvrir ton joueur. Moi, j'ai déjà eu, hein, tu vois, des coéquipiers, ils débarquent. L'humain, c'est compliqué. Il est fort. Comment tu gères justement? Comment tu détermines l'humain? Et si ça ne matche pas, qu'est-ce que tu fais? Bon, le réseau, c'est important. Moi, Ouais. je pense de connaître des gens et avoir des gens avec qui tu travailles pour avoir des retours cohérents, tu vas en avoir. Mm. Derrière, moi, je pense que ce n'est pas forcément juste le joueur. Moi, tu peux m'amener un mec avec du caractère, j'ai pas de problème avec ça. Mm. Il y a des coachs qui ne peuvent pas gérer des mecs avec caractère, mais moi, justement, des fois, tu en as besoin. Mais c'est un équilibre. Si tu en as un Ouais. qui est un peu foufou, ça ira avec Ouais. tout le monde qui est cohérent et qui est bien. Si tu mets 2-3 fous dans la même équipe, c'est pas pareil. Et puis ça dépend aussi du coach, je pense. Tu sais, il y a des coachs, ils n'ont pas de problème de gérer certains caractères, qui les laissent jouer, qui leur fait plaisir. Tu en as d'autres qui sont vraiment stricts, il faut que ce soit un basket structuré, et des fois ça matche pas. C'est vraiment, c'est pas que le joueur, c'est aussi où il va atterrir, dans quelle ville, avec quel coach. Cette culture américaine, elle t'aide aussi beaucoup. Parce que toi, aujourd'hui, tu es bilingue. Sur un terrain, tu peux avoir au ricain. Mais en fait, moi, je t'ai déjà vu, hein, je t'ai déjà vu à Munich. Tu parles pas le ricain, comme on dit, comme un Français. Tu parles le ricain du gars de Chicago. Donc, ça veut dire que tu as une crédibilité. Je le vois, moi, quand tu leur parles, c'est avec un accent, avec les mimiques, t'as la culture. Ça aide beaucoup, rassure-moi. Bien sûr, j'ai cette culture américaine qui fait que tu sors toujours des jokes avec les Voilà. Américains que
bien sûr que certains coachs français ne peuvent pas sortir. Mais parce que j'ai grandi aux États-Unis, j'ai grandi en high school, j'ai grandi en collège. Donc, bien sûr, moi, je me sens des fois un peu plus américain parce que le côté de mon père, et j'étais très proche de mon père, et on parlait en américain avec mon père. Avec ma mère, je parle pas en anglais, je parle en français. Tu vois, avec Tipeee, on parle plus français. Avec Pierre, on parle plus américain. Tu vois, donc, bien sûr, c'est ce côté-là qui. Et j'arrive à rentrer plus facilement vers eux, m'approcher d'eux, et le discours est plus facile, c'est sûr. Bah, ça, c'est clair, c'est le discours le plus facile. Ça, j'en suis convaincu et ça doit beaucoup aider parce que le relationnel, je pense que c'est aussi un élément clé. Dans le management, après le coaching à un certain niveau, je pense que c'est du management. Euh, je voudrais aussi qu'on parle, tu as eu entre tes mains deux prodiges français qui sont passés numéro 1 à la draft. C'est historique hein, pour des jeunes Français. Donc, je pense, le dernier, c'est Zachary Rizaché et bien évidemment Victor Wembanyama. Est-ce que tu t'attendais qu'ils finissent justement numéro 1 de la draft et toi, quand tu les as eus entre tes mains, quels sont les éléments que tu avais décelés très rapidement? Bon, je vais commencer avec Victor, de toute façon, même en le voyant, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, je pense que Victor aurait pu ne pas jouer pendant 2 ans. Ouais. Il aurait été drafté numéro 1. Ça, c'est quand tu vois le corps, le phénomène. Et même aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il fait. Franchement, c'est incroyable. Moi, je l'ai eu au début, bah, bien sûr, après, tu as les attentes des agents, tu as les attentes du club, tu as plein de choses. Et toi, tu arrives, tu es encore un jeune coach, hein, donc Ouais. c'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis pas que je suis parfait, mais tu peux en faire aussi Mm. des erreurs avec ce qu'on a eu. Peut-être, oui et non. Après, moi, je trouve qu'après ma première année où je gagne la Coupe de France et le titre, les exigences du club sont toujours de gagner, peu importe qui vient dans l'effectif. Et pour moi, quand tu ramènes un joueur comme Victor, le plus gros prodige, de toute façon, qui va changer même la NBA bah, au monde, qui sort d'une année espoir à Nanterre à venir jouer l'Euroleague, mais il y a un monde Ouais, entre c'est ces clair. niveaux. Ouais. Donc, cette première année, moi, je pense que c'était plus une année transition pour son corps déjà, parce qu'un corps comme ça, c'est dur à gérer. T'en vois pas souvent. Et quand il est arrivé, Victor, non, franchement, préparation, c'est bien passé, mais très tôt dans la saison, il s'est blessé. Et même sur la saison en entier, je pense que Victor, j'ai dû le voir 6 mois sur les 10 mois, 11 mois sur la saison qui s'est déroulée. Donc, c'était jamais facile quand il venait un mois, il partait un mois, venait un mois, partait un mois. Mais après, c'est sûr qu'on avait un programme qui était en place pour son développement physique, son développement individuel. Mais c'était sûr que ce n'était pas facile à manager. Bah, qu'un joueur qui n'est pas là un mois et qui revient et qui n'a pas connu ce niveau Euroleague et Betclic qu'il a connu un petit peu avec Nanterre, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce Tu qu'après vois, la fin de la journée, il faut quand même que tu aies des résultats. Tu joues en Euroleague, le côté physique Euroleague, c'est compliqué. Donc pour moi, je trouve que aussi, il a eu quand même un bon temps de jeu. Tu vois, il jouait en moyenne, que ce soit sur la Betclic ou sur l'Euroleague, il jouait 20 minutes. Moi, je pense que les jeunes comme ça, aujourd'hui, on n'en voit pas un en Euroleague qui joue 20 minutes de temps de jeu. Donc, mais après, je trouve que quand il était plus blessé et qu'il a commencé à prendre son rythme, c'est là où tu vois l'évolution était top. Bah, dès qu'on a arrêté l'Euroleague, on s'entraînait toute la semaine, ça te permettait de progresser pendant la semaine. Parce que l'Euroleague, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on joue tous les 2 jours. ouais. Donc quand tu amènes un projet comme Victor, il a besoin de son temps de travailler à l'entraînement, il a besoin de s'entraîner, il a besoin, individuellement, oui, ok, Mm. mais il n'y a rien comme le 5 contre 5 avec les joueurs, et tu ne pouvais pas le faire ça avec les vétérans. Tu peux le faire de temps en temps avec les joueurs qui ne jouent pas, mais ce n'est pas pareil. Donc il n'a pas eu ce temps de travail, tu vois, où il a eu, l'année d'après, bon, il a décidé de partir, bien sûr, mais il l'a eu à Levallois où tout était orienté autour de lui, et il avait la semaine entière pour se préparer, et tu vois le développement. Mais moi, je pense que cette année à l'Asvel, ça lui a fait du bien aussi pour l'année de Levallois derrière. On ne Mais faut pas s'en après, c'est cacher. vrai que quelqu'un comme Victor, je pense que quand il arrive, il est relativement jeune. Donc, tu vois, c'est un projet. Ils arrivent, je sais pas, il arrive à quel âge? À 17 ans. 17 ans. Donc, Ouais. faut se remettre un peu dans le contexte. 17 ans, aujourd'hui, tu prends un gamin de 17 ans. Moi, ma fille, elle va avoir 17 ans cette année. Je veux dire, ça reste très jeune encore, tu vois. Mais la question, c'est que c'était indéniable pour moi qu'il allait finir à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il va nous réserver beaucoup de choses à l'avenir. Par contre, et ça n'engage que moi, hein, mais c'est vrai que moi, j'avais vu justement Zachary Rizaché, bon, un peu moins avec toi à Lasvel, mais plus justement à Bourg, où moi, je l'ai déjà vu hein, jouer sur le terrain, et il m'a jamais vraiment impressionné. Aujourd'hui, il a été premier choix de la draft. On parle justement d'une draft qui est pas forcément très glorieuse, mais clairement, comment toi tu pourrais le qualifier
Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une hype qui n'était pas justifiée autour de lui? Et ça n'engage que moi, bien évidemment. Ben, en effet, la hype, elle a commencé à Lasvel. Elle a commencé à C'est Lasvel vrai, oui, c'est vrai. sur sa première année. C'est quand même moi qui l'ai mis à un match à FS pour être le plus jeune joueur de l'histoire à être entré dans un match Euroleague. Parce qu'on voulait lancer ce truc par rapport à Zachary. Derrière, Zach, c'était difficile parce qu'il avait encore l'école. Il n'avait pas encore passé le bac. Donc cette année-là où il est avec moi, il est entre l'école, entre jouer des fois avec les espoirs, jouer avec nous. Donc c'était une année, c'était pas facile pour lui à gérer parce que vous voulez vraiment qu'il ait son bac comme tout jeune parce que c'est important de l'avoir. Et puis derrière, l'année où il part à Bourg, bah, il n'avait plus l'école, donc il avait juste le basket. Après derrière, Zach, ça reste un très bon gamin, mais c'est sûr que c'est pas Victor. Ouais. Victor, c'est un franchise player, tu vois. Comme tu l'as dit, cette draft où Zachary, c'est même pas un cadeau pour lui d'être drafté numéro 1, je pense, parce que Zachary, c'est un role player. Ouais. C'est quelqu'un qui va. C'est un role player, c'est quelqu'un qui. Quel fit il va avoir dans la meilleure équipe qu'il peut avoir. Il fait des choses très bien, mais c'est pas un franchise player, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était dur pour lui d'endosser ce choix numéro 1. Ça reste un très bon joueur de basket, mais aujourd'hui il le paye. Il dit attends, lui numéro 1 de la draft, Ouais. alors que oui, mais la draft c'était pas vrai comparé au draft qu'on peut voir ces temps-ci où même tu repars un peu en arrière, il y avait des joueurs exceptionnels quand même, il faut se le dire. Tu vois, moi je trouve justement la loi de la NBA, elle est intransigeante. On voit beaucoup, hein, il y a eu des joueurs très talentueux hein, qui n'ont pas été forcément draftés aussi haut, mais qui sont revenus rejouer en France, en Europe, rapidement. Mais à l'inverse, aujourd'hui, on en discutait justement un petit peu avant, c'est la NCAA. Ce programme-là, NCAA, où avant les joueurs, à notre époque, les joueurs n'étaient pas payés, il n'y avait pas forcément de droits TV. Et là, aujourd'hui, c'est en train de bouleverser un petit peu l'écosystème du sport et du basket en général. Tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que finalement, nos meilleurs joueurs français, européens, partiront maintenant en NCAA et justement, tu auras plus de mal, toi, à recruter ces fameux JFL. Voilà, moi, je me pose un peu cette question. Quelle est la répercussion pour un coach qui veut justement construire sur des jeunes joueurs pour aller gagner des matchs et éventuellement des titres? Ça va être très compliqué. Après, je ne sais pas, ça fera autant mal au niveau Betclic, première division. Ouais. Moi, je pense là où ça va faire mal, c'est la Pro B. Parce que Okay. l'Elite 2, excuse-moi, Ouais. l'Elite 2, parce que j'y suis dans ce championnat et je vois que c'est un championnat vraiment parfait pour les jeunes pour se développer. Franchement, Blois, ce qu'ils font, c'est très bien. Tu as Poitiers qui font des choses aussi avec Engoy, c'est très bien. C'est plus facile à lancer les jeunes, leur donner du temps de jeu dans ce championnat. Aujourd'hui, c'est ce championnat qui va prendre. Ça va être dur pour eux parce que tu dois avoir 7 JFL et 3 étrangers. Alors qu'en Betclic, tu as le droit à 6 étrangers et 4 JFL. Et la plupart du temps, les 4 JFL, c'est des joueurs qui ont déjà un peu de bouteille. Tu vois, c'est pas vraiment les jeunes. Ou si c'est des jeunes, ils sont encore en espoir, ils viennent faire le banc, ils commencent un peu à se développer. Et maintenant, ces jeunes espoirs qui. Moi, je me rappelle à Gravelines, JC, il en avait 2-3, il avait lancé comme Daumont, comme des joueurs comme ça. Et d'un coup, il en perd 3 d'affilée. Alors que ces jeunes, on leur donne leur chance aussi. Mais derrière, qu'est-ce que tu veux dire à un joueur, Pat? Mets-toi à leur place et on te dit 1 million sur un an. Non, c'est clair. Mais je pense que. Il faut aussi qu'on remette dans le contexte, hein, même pas besoin de dire 1 million. Hein. Aujourd'hui, tu vois, tu gagnes 20 000 euros par mois, je sais pas, à 20 ans, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est vrai que le 1 million, c'est pas pour tout le monde. On va dire en moyenne, maintenant, un gamin va partir en NCAA, ça sera 400 000 $. Mais c'est ça, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toucher plus de 5 000 euros en sortant d'un centre de formation, c'est extraordinairement beaucoup, tu vois. Et je pense que c'est vrai qu'en termes de rivalité, mais moi, je dis, est-ce que toi, donc, tu n'auras pas de répercussion, toi, en tant que coach de Betclic Elite, l'année prochaine, tu auras une répercussion par rapport à ce choix de recrutement, bien évidemment. Tu vois, un jeune, il va se dire, vas-y, je vais partir en NCAA. Et... Non, j'aurais pas ce problème, moi. J'aurais pas ce problème avec les joueurs que j'ai parce que c'est des joueurs plutôt confirmés dans le championnat Pro B et Pro A. Donc, on va repartir avec Dylan Afomama, par exemple, mais c'est bon, il a 28 ans. J'ai envie de garder mon capitaine Antoine Dio, mais il a 37 ans. Donc, non, moi, je ne pense pas que ça fera mal à tous les clubs de Betclic. Moi, je pense que le championnat qui va faire vraiment mal, c'est le championnat de Pro B. Et pour ces Elite 2, excuse-moi. Mais on est des anciens, on se comprend. Pour ces clubs, oui, qui ont moins d'argent que les autres, Boulazia, c'est vrai qu'eux aussi donner la chance à des jeunes et de les voir partir, c'est dommage.
c'est dommage parce que je pense qu'en France, on a un vivier mais exceptionnel en termes de basketteurs. Je pense que pour aller faire des choix, même sur les équipes de France, tu as tellement de joueurs que c'est compliqué. Mais voilà, quoi, j'espère que la règle pourra un peu changer parce que c'est dur quand même hein, mais en tant que club et d'avoir tous ces budgets pour la formation que tu dépenses et que derrière, après, tu les perdes pour rien. C'est horrible. Ouais, C'est horrible. c'est clair que c'est horrible et comme on en discutait, hein, tu peux pas rivaliser non plus. Il n'y a pas possibilité de rivaliser. Donc, c'est des paramètres qui arrivent au fur et à mesure et qu'on ne peut pas dealer avec. Moi, je pense qu'on ne peut pas dealer avec. Ça, c'est clair. Bon, allez, je vais faire une petite dernière Par contre, tu parenthèse. n'aimerais pas refaire sur Back to the Future? On revient avec la DeLorean de Marty McFly et on revient à 18 ans pour aller jouer à l'université. Ouais, franchement, c'est vrai que. Bon, moi, C'est fou, franchement, ouais, c'est fou. non, c'est dingue. Et puis, ouais, non, mais moi, tu sais, je me souviens encore du film, je sais pas si tu te souviens, c'était Blue Chip avec. Blue Chip avec Nick Nolte, Ouais, mais c'était Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal et Penny Hardaway. Ouais, je me rappelle. Ah ouais, Et à l'époque, justement, il y avait ce conflit, tu sais, je crois que c'était Shaquille O'Neal qui avait touché de l'argent, ou je sais plus si c'était un Fernier, et qu'après, il était suspendu, il pouvait pas jouer. Et là, on repart vraiment en fait, dans une philosophie totalement différente. Donc, c'est pour cette raison que j'en parle. Et puis, moi, je voudrais qu'on parle aussi, hein, l'année prochaine, on parle potentiellement que ton frère Tony Parker pourrait potentiellement être le coach de l'Asvel. L'année prochaine, bah, tu retrouves la première division. Il y aura une confrontation Parker-Parker. C'est des choses que vous parlez en coulisses entre frères ou bah, je sais que c'est pas officiel, hein, c'est moi qui m'avance beaucoup, mais c'est des choses que finalement on appréhende. Ça va faire les gros titres. En plus, c'est Rouen, c'est un derby quoi. Rouen contre l'Asvel, c'est un derby. Ouais, c'est plutôt marrant qu'il se lance aussi dans le coaching. Après, il va commencer cet été avec l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Donc ça va être sa première expérience. C'est sûr que c'est pas pareil de manager des gamins et manager des joueurs pros. Après, si tu as envie de se coacher, après, il va pouvoir mettre en œuvre après aussi lui ce qu'il a appris, lui ce qu'il veut mettre en place. Le plus important, je pense, pour lui, c'est de bien s'entourer. Et je pense qu'il saura bien le faire. Ouais, je pense que ça, j'ai pas de doute en termes basket. Et après, bah, le croiser sur un terrain, bah, si ça se fait, bah, ça sera avec plaisir. Par contre, pour l'instant, c'est mon territoire, le coaching, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. pour l'instant, c'est bien sûr qu'il sera à l'Asvel et les moyens sont plus gros, mais après, ça sera toujours un plaisir de confronter ton frère. On a toujours eu ces batailles sur le terrain en tant que joueur. Bah, maintenant, ça sera des nouvelles batailles en tant que coach. Tu vois, moi je me dis toujours aussi, tu vois, quand on regarde ton parcours, on en a discuté au début, hein, comment tu as souffert pendant 7 ans. Je me dis, tu vois, ton frère qui prend un risque à s'exposer à cette pression que moi j'estime qu'il n'en a vraiment pas besoin. Il est au-dessus de tout ça. Il va se mettre dans une pression. J'ose imaginer, toi en plus tu l'as vécu ça. Est-ce que toi, tu lui conseillerais t'aurais pas conseillé de dire, vas-y, commence petit à petit, un peu comme il t'a dit finalement, parce que là, il va s'exposer. S'il n'a pas les résultats, bah, surtout en France, on a tendance justement à taper très vite sur le coach principal. Tu vois, je regarde le foot. Hein, le foot, c'est les meilleures expositions. Hein, tu vois, Habib Beye, par exemple, qui arrive à l'OM, c'est le Messi, il arrive, au bout de 3 mois, on dit qu'il est nul, qu'il faut le virer. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait de s'exposer comme ça, il prend aussi un risque? Tipu, il en a pris des risques hein, dans sa vie, de toute façon, c'est pas nouveau pour lui. Et après, il se lance dans un domaine, c'est le basket. Moi, je pense que s'il a envie de le faire, ben, qu'il le fasse. Si c'est vraiment une envie qu'il a. Tony, il n'a jamais écouté les gens, de toute façon. On lui a dit, t'es trop petit, t'es trop maigre, tu vas pas y arriver. Hein. Il est arrivé, pour moi, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire du basket. Pas Europe, NBA, mais au monde. Pour moi, ça, je lui donnerais toujours un respect. Et moi, je suis un gagnant, mais lui, quand il est sur le terrain, et je pense que les gens s'en rappellent, c'est un tueur. C'était un tueur. Donc la mentalité, il va l'avoir et il sera respecté aussi par rapport, tu vois, les joueurs qu'il pourra recruter. Ça reste Tony Parker, ça reste quand même. Sans Tony Parker, le basket français, je ne pense pas qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc il faut vraiment lui donner son respect parce que ce grand changement, eh ben, il en est vraiment pour beaucoup. Tu vois, et après derrière ça a suivi et maintenant on a des joueurs mais exceptionnels. Et puis maintenant d'avoir Victor et qui va peut-être être pour moi le meilleur joueur au monde et qui est français. Et putain, c'est top de te dire, putain, on est français, on a le meilleur joueur basket, mais il ne faut pas oublier, ça part d'où? Il y a toujours un début dans le sport. Ça, c'est comme dans le golf, c'est comme dans la boxe, il y a toujours quelqu'un qui a donné cette envie aux autres de faire. Et lui, il l'a donné
au basket français. En tout cas, moi, je veux vraiment te féliciter encore. Franchement, je suis honoré de pouvoir t'avoir ici à Rouen. Tu m'as libéré du temps pour ce podcast-là. Rebound, vraiment, le but de mon podcast, c'est vraiment de parler de ces carrières d'anciens sportifs qui se reconvertissent. Toi, tu t'es pas vraiment reconverti parce que finalement, je pense que tu as toujours eu ces fibres en toi. Moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te espérer le mieux pas forcément pour l'année prochaine, mais allez, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans? Où est-ce que veut être TJ Parker dans 10 ans? D'abord, la santé. Ouais. Pour moi, numéro un, c'est la santé, que ma famille soit en bonne santé. Ça, c'est plus important. Parce qu'encore une fois, ça reste que du basket. Par contre, ta question, elle est bonne, mais moi, dans 10 ans, j'ai toujours des objectifs assez élevés. J'ai eu ce rêve de partir aux États-Unis quand j'étais joueur pour faire du basket universitaire. Donc moi, j'ai quelque chose que je n'ai pas accompli en effet au basket universitaire et c'est là où je voudrais aller après. C'est d'aller en NCAA et de gagner la March Madness. Ça, c'est un rêve que j'ai et que ça, c'est ma prochaine étape. C'est ma prochaine étape. Toi, tu es vraiment ambitieux. On voit que tu vas naviguer encore très loin. Moi, je te souhaite le meilleur parce que tu vois, même en parlant avec toi, tu vois, il y a quelque chose que je ne savais pas. Tu as une ambition dingue, mais ça vient vraiment de là, quoi. Tu vois, tu as vraiment un parcours sur lequel tu t'es tracé. Moi, j'espère que ça va fonctionner, mais je suis convaincu. Franchement, TJ, tu me surprends. Ouais, je veux dire honnêtement, tu me surprends par ta combativité, par ton abnégation et surtout de toujours relever les défis. Moi, perso, quand je te regarde, je me souviens, quand tu arrivais à Rouen, je me dis, putain, mais il est dingue, lui. Il sort de l'Euroleague, il va à Rouen et puis derrière, t'assures. Moi, je pense que tu as remis ton nom en termes de coaching en haut de la liste. Je pense que l'année prochaine, il y a beaucoup de coachs qui vont te craindre. Merci TJ. Je te souhaite vraiment Merci le à toi. meilleur. Franchement, c'est top. C'est ma première fois en plus. Premier podcast. Eh ben, Et en plus, c'est avec toi, donc ça fait plaisir. c'est pour cette raison, je tiens à vous dire que on le trouve pas souvent dans les médias. Il m'a fait l'honneur de venir dans le Comme un Sport, le podcast de Comme un Sport. Merci TJ et je te souhaite plein de bonnes choses à toi et à ta famille. Merci, pote. Salut mon gars.